Je me présente rapidement, Olivier Laroussini. J'ai été pendant presque 10 ans le directeur de l'Agence des aires marines protégées. C'est pour ça que Michel Ignette a pensé que je connaissais un peu quelque chose au sujet. Vous allez pouvoir en juger par vous-même. Il se trouve que ces 10 ans où il s'est passé plein de choses, ce qui était une chance assez inouïe, que j'ai partagé avec un certain nombre d'autres personnes, notamment Éric Fintin. Et donc moi je vais rester vraiment à un niveau macro, stratégique, à des échelles qui ne sont pas du local et des aspects très pratiques. Je vous ai mis quelques photos juste en introduction, mais c'est pratiquement les seules que vous allez voir. Je suis un peu désolé de ça. En même temps, j'ai pensé que c'était moi ce que j'avais à faire. Donc on va parler d'aires marines protégées. Je vais être obligé de faire un petit peu de théorie. Je vais vous dire où on en est en termes de réseau d'aires marines protégées dans les mers françaises. Puis je vais surtout essayer de vous raconter l'histoire du moment où tout d'un coup ça s'est développé. On a eu une sorte de fringale de création d'aires marines protégées. Et puis je terminerai par quelques considérations sur la connaissance nécessaire pour faire ce genre de choses. Et puis, ma foi, le reste de l'histoire sera à écrire par vous. Un petit rappel quand même sur l'espace maritime français. Il ne faut pas le voir seulement dans la métropole et avec ses 300 000 km². C'est au total 11 millions de km², c'est-à-dire que la métropole, en fait, représente entre 3 et 4% de l'ensemble et pas plus. Vous savez qu'avec la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, on a des espaces qui sont énormes dans le Pacifique. Les Antilles, bien sûr, dans l'océan Indien, toutes les îles australes, la Réunion, Mayotte, dans le canal du Mozambique, les îles Éparses, tout ça fait un ensemble considérable. Alors, c'est quoi une aire marine protégée? Donc, un petit peu de théorie. On va dire c'est un espace délimité en mer sur lequel on s'est fixé un objectif de protection de la nature. Ce ne sera peut-être pas le seul objectif, on en aura peut-être d'autres. Mais en tout cas, on s'est fixé un objectif de protection de la nature à long terme et on va mettre en place un certain nombre de mesures pour atteindre cet objectif. Alors, on va peut-être déjà travailler sur la connaissance, faire des études scientifiques, avoir un suivi. On va certainement avoir un programme d'action pour faire évoluer les activités, pour restaurer des milieux, pour organiser la fréquentation. On va travailler avec les usagers pour qu'il y ait des chartes de bonne conduite. On va mettre en place des réglementations quand c'est absolument nécessaire parce qu'il faut interdire tel endroit ou à telle période de pêcher telle espèce, etc., etc. Puis on va faire de la surveillance, on va faire beaucoup d'informations. Donc ça, c'est une définition générique. En droit français, on a plusieurs statuts, les parcs nationaux, les réserves naturelles, les arrêtés de protection de biotopes. Le Conservatoire du littoral peut intervenir sur le domaine public maritime. On a le réseau des sites Natura 2000, etc. On a aussi tout un tas de statuts internationaux. Alors souvent, c'est ce qu'on a fait au plan national, qu'on déclare au plan international, soit dans une convention de mer régionale comme celle pour l'Atlantique Nord-Est, OSPAR, soit dans le cadre global à l'UNESCO, on a inventé les réserves de biosphère. Bon, il y en a quelques-unes en France. La convention sur les zones humides, dite convention de Ramsar, on a aussi un certain nombre de sites Ramsar, etc., etc. Pourquoi on fait une aire marine protégée? On peut avoir plein de raisons. Vous voyez, j'ai une petite liste de choses qui peuvent avoir motivé le fait d'avoir fait une aire marine protégée. On peut avoir envie de gérer la ressource halieutique. On pêche, mais on sait qu'à certains moments, il vaudrait mieux éviter d'empêcher la reproduction. Voilà, on a des endroits où la ressource a plutôt décru et il faut la laisser se reconstituer, etc. On a des espèces rares auxquelles on tient et elles sont seulement à quelques endroits, donc il faut protéger ces endroits-là. On a des habitats qui sont remarquables, on veut protéger la biodiversité, on veut que les écosystèmes fonctionnent bien parce qu'ils rendent un certain nombre de services. Voilà. On peut aussi avoir des motivations parce qu'on va investir, on va artificialiser certaines portions du littoral ou de la mer avec nos activités, notamment industrielles, et alors à titre compensatoire, on peut se dire, à l'inverse, on va restaurer un autre endroit où on va le mettre en protection de long terme pour offrir une compensation à cette destruction qu'on va faire à un endroit. On pourrait aussi tout simplement se dire, à tel endroit, je mets en réserve parce que je veux savoir ce que ça va donner d'un point de vue scientifique. Voilà, toutes ces raisons
Toutes ces raisons, c'est une chose, mais pourquoi finalement est-on un peu pressé de faire quelque chose? C'est parce que la pression monte sur les écosystèmes marins et leurs ressources. Alors j'ai pris quelques exemples. L'exemple des pêches dans le monde qui croissent et qui maintenant sont sur un plateau qui probablement ne sera jamais dépassé parce qu'on a atteint les limites et un certain nombre de populations d'ailleurs d'espèces de poissons sont au-delà de la limite au-delà de laquelle il n'aurait pas fallu les pêcher. Mais voilà, on a une activité de plaisance qui augmente aussi régulièrement. C'est des chiffres de métropole. On s'apprête à construire des éoliennes en mer, d'autres l'ont déjà fait. Des éoliennes posées dans ce cas-là, bientôt des éoliennes flottantes. Et puis on peut prendre toute une liste d'activités depuis l'extraction de sable, notamment de sable coquillé, que vous aimez beaucoup particulièrement dans la région, le clapage des bouts de dragage des ports, le pétrole exploité en mer, des récifs artificiels certes pour avoir des poissons à un endroit, mais enfin c'est quand même mettre la plupart du temps quelque chose dans la mer qui n'y était pas au départ, etc., etc. On fait, ah oui, ici peut-être juste une petite parenthèse, bruit ambiant. On fait de plus en plus de bruit dans la mer, autre pression qui monte et qui pose forcément un problème aux animaux marins, notamment tous ceux qui fonctionnent avec l'acoustique, avec les sons. Et puis il y a un certain nombre de pollutions, de pressions. J'ai pris une référence auprès du Programme des Nations Unies pour l'environnement qui dit que voilà, les pollutions en mer, c'est 44% des déversements d'origine terrestre, c'est des rejets atmosphériques, c'est le transport maritime, c'est des rejets en mer et c'est l'exploitation pétrolière. Donc tout ça forcément peut inquiéter et amener à se dire il faut faire quelque chose, il faut réagir. Au fil du temps, l'intérêt qu'on a eu pour la chose a évolué. Donc moi je vois notamment de deux points de vue l'intérêt qu'on a porté à la chose et le champ géographique dans lequel on s'est intéressé à la question. L'intérêt, je pense que de tout temps, les populations humaines qui exploitaient le milieu marin pour les ressources halieutiques, elles se sont posées des questions de ressources. Elles ont bien vu que quand on ramasse tous les poulpes sur un plat de pied, il n'y en a plus. Et que c'est bien d'en garder une partie qui soit en réserve un moment et qu'on tourne éventuellement, bref, qu'on en retrouve à nouveau, etc., etc. Donc de tout temps, on a eu une préoccupation sur la ressource qui des fois s'est traduite par des questions de culte. On a mis en place des zones tabous pour des raisons cultuelles, mais en fait derrière, on gérait une ressource. Et puis, plutôt 19e, 20e siècle, on est arrivé sur des approches du type espèces remarquables. On a eu envie de protéger les dauphins, on a eu envie de protéger un certain nombre d'espèces d'oiseaux. Et puis, petit à petit, on s'est aussi intéressé aux espaces et aux paysages. Et puis, c'est quand même plus récent, je dirais vers les années 70, et le scientifique me corrigera peut-être, mais on a commencé à se poser des questions en termes d'écosystème, c'est-à-dire de fonctionnement du système que représente le milieu marin. Donc, mon exposé précédent, avec toutes les motivations qu'on pouvait avoir, est bien sûr le résultat de tout ça et de cette évolution, mais au fil du temps, finalement, c'est arrivé progressivement. Et le champ géographique, on l'a vu très littoral au départ et local. On s'inquiétait de ce qui se passait chez soi, devant chez soi, et je dirais pratiquement sur l'estran. Et puis, on a été de plus en plus loin, aborder des questions côtières, et notamment pour la pêche. On a fait des cantonnements. En Bretagne Nord, il y en a quelques-uns qui sont anciens pour la gestion des ressources de crustacés. Et puis, on a vu un peu plus large ensuite, quand on a parlé du monde, quand on a exploré les océans de façon un petit peu plus poussée, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de la vie, y compris au-delà de 50 mètres de profondeur, qu'il y avait des ressources au large, qu'il se passait plein de choses. On a eu des démarches beaucoup plus larges. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France ? Le petit graphique est assez significatif. Vous partez en 2006, vous avez 0,3% de la surface sous juridiction française d'océan qui se trouve sous un statut ou sous un autre de protection du milieu marin. Et puis, 12 ans plus tard, vous en avez 22,3%, ce qui est quand même une progression assez considérable. Et tout ça au travers de 500 espaces qui ont un statut ou un autre.
Alors c'est pas innocent au plan mondial puisque on peut se le rappeler, on a le deuxième espace maritime au monde en termes de surface. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est 97% outre-mer, mais ce deuxième espace maritime mondial, à lui tout seul, il représente quelques 3% des océans de la planète. Donc on a une responsabilité assez importante en fait à l'échelle du monde. En métropole, la situation aujourd'hui, c'est à peu près la suivante. Je dis à peu près, il y a des points sur ma carte qui sont en fait des projets qui sont en cours de création de sites Natura 2000. Alors, je vais essayer de passer assez rapidement, mais tout de même, ça mérite un petit peu de détails. Si je commence par la Méditerranée, vous avez en bleu foncé des parcs naturels marins, en rouge des parcs nationaux, en orange les sites Natura 2000, en jaune, on la voit ici, les réserves naturelles. Malheureusement, elles sont souvent petites, donc à cette échelle-là, on ne les voit pas, sauf celle, bien sûr, des Bouches de Bonifacio qui est très grande. Vous avez des réserves naturelles qui apparaissent plutôt dans des... non, pardon, pas les réserves naturelles. Vous avez les terrains du conservatoire du littoral. Je ne suis pas sûr que ça se voit beaucoup. Vous avez un espace particulier en Méditerranée, ici, qui est assuré, là, qui est un sanctuaire de mammifères marins. On s'est mis d'accord avec Monaco et l'Italie pour dire sur cet espace-là, on va faire attention aux mammifères marins. On l'appelle Pélagos. Donc vous voyez en Méditerranée un ensemble assez conséquent. Et peut-être que c'est parce qu'on ne connaît pas grand-chose ici qu'on n'a rien fait, parce qu'on ne connaît pas les enjeux, qu'on ne s'en est pas préoccupé. Et en tout cas, sur toute la bande côtière et même assez au large, on a déjà bien pris en compte les enjeux. De l'autre côté, en Atlantique, même chose, vous avez les parcs marins en bleu foncé, hein, et du coup un réseau qui commence à être assez important, les estuaires Picard et la mer d'Opale, la mer d'Iroise qui était le premier, l'estuaire de la Gironde et la mer des Pertuis, et le bassin d'Arcachon. Vous l'avez en zoom ici, le bassin d'Arcachon, qui lui à l'intérieur a une réserve naturelle. Et puis le carré rose, en fait, c'est le conservatoire du littoral, voilà, qui gère l'île aux oiseaux à l'intérieur du parc marin d'Arcachon. En Atlantique, on voit un peu moins les réserves naturelles, elles sont plus petites. Vous voyez un peu de jaune quand même ici. Vous avez Moiseau-l'Héron, la baie de l'Aiguillon, vous avez la baie de Seine, vous avez la baie de Somme, la baie de Canche. Voilà, vous en avez un certain nombre tout de même. Et puis, bien évidemment, vous avez la réserve naturelle des Sept-Îles qui a une petite partie marine. Donc un réseau assez complet auquel il manque quoi? Il manque ces fameux points orange qu'on voit ici et qui seront un complément dans le réseau Natura 2000. Bon, un petit mot sur ce qu'est Natura 2000. Pour faire simple, vous avez une liste d'espèces auxquelles on tient, une liste d'habitats naturels auxquels on tient, et on fait un réseau de sites sur lesquels on va avoir une action volontariste pour assurer leur état de conservation, parce que sur ces sites-là, ils comptent plus pour la population globale que le reste. Voilà. On met finalement sous la loupe et avec un plan d'action volontariste pour leur conservation un certain nombre d'espaces. Donc bien évidemment c'est toujours la même chose, hein, on l'a fait sur la côte assez facilement et quand il a fallu aller au large, d'abord on ne savait pas trop où se trouvaient les intérêts et ensuite on n'avait pas trop l'habitude non plus de traiter le large. Donc ça a pris plus de temps mais là on est sur le point d'aboutir. Outre-mer, alors c'est la carte du monde et vous avez un zoom pour chaque espace d'outre-mer. Je ne vais pas rentrer autant dans le détail, mais vous signalez les grandes. Dans les mers australes, là on est dans le sud de l'océan Indien, il y a la réserve naturelle des terres australes et antarctiques françaises, dont vous voyez qu'elle a une grande partie marine. Vous avez les parcs naturels marins de Mayotte et de Glorieuse, qui sont là-haut dans le canal du Mozambique. En Polynésie, alors les Polynésiens ont dit, nous, toute notre zone économique exclusive, c'est une aire marine gérée. Oui, alors là, pour le coup, ça vaut pas bien, parce qu'à l'intérieur, ils ont défini vraiment des aires protégées, c'est-à-dire avec un statut un peu différent. Mais bon, voilà, ils ont décrété que finalement, leur gestion de tout leur espace marin était quand même à tendance de protection. Et en Nouvelle-Calédonie, ils ont fait pareil, mais pour le coup, ils ont bien mis un statut de parc naturel de la mer de Corail sur l'ensemble de la ZE de Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, vous avez aussi un site du patrimoine mondial sur le lagon. Vous avez en fait la deuxième plus grande barrière de corail, elle est en Nouvelle-Calédonie, après la grande barrière de corail d'Australie.
et elle a été inscrite au patrimoine mondial, je crois, en 2016 ou... Non, pardon, 2006 ou 2007. Enfin, c'est assez récent, une dizaine d'années. Pour finir le tour du monde, vous avez les Antilles. Donc les Antilles ici, toute la ZE des Antilles est en sanctuaire de mammifères marins. Donc c'est le même principe que Pélagos en Méditerranée, c'est-à-dire qu'on a dit sur tout l'espace de zone économique exclusive française aux Antilles, on va avoir des objectifs de protection des mammifères marins. Bon, après, plus précisément, vous avez un parc naturel marin sur les eaux de Martinique, vous avez un parc national en Guadeloupe qui a une partie marine assez importante, et quelques réserves naturelles aussi, à la fois en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Donc voilà pour le tour du monde. Et là où nous en sommes, donc en termes de chiffres et de proportions, en France métropolitaine, ça représente 40% des eaux sous juridiction française, et outre-mer, quasiment 22%. Un zoom quand même sur la Bretagne, une carte plus détaillée, où vous voyez les différents statuts. Donc le parc naturel marin d'Iroise, le premier qui a été créé. Au sein du parc d'Iroise, vous avez des sites Natura 2000, c'est-à-dire qu'on fait un focus sur certaines espèces, certains habitats au sein du parc, et il est chargé de mettre en œuvre l'objectif de Natura 2000. Vous avez ce trait hachuré là, ce quadrillage qui est une réserve de biosphère. Donc réserve de biosphère, c'est un dispositif de l'UNESCO. C'est une conception de la protection de la nature qui dit on a des cœurs qui sont protégés et autour on a une zone de développement qui profite du fait qu'on protège la nature à un endroit. Donc c'est un état d'esprit un peu général et c'est censé être avec une gouvernance qui fait participer tous les acteurs à la gestion de l'ensemble. Bon, c'est exactement ce qu'on fait dans les parcs naturels marins et donc on a déclaré au plan international que cet ensemble-là pour nous était une réserve de biosphère. Qu'est-ce que je peux... Alors, tout à l'heure, mes points, là, dont je disais, les sites Natura 2000 complémentaires vont bientôt être créés. Bon, ça correspond à ces espaces qui sont là. C'est très vaste, mais comprenez bien, ce n'est pas une gestion de l'espace, c'est une attention particulière à porter à certaines espèces, certains habitats. Et alors, bien évidemment, les Français ne sont pas les seuls à faire des choses. Ceci dit, dans le monde, ça s'est déclenché un petit peu au même moment. C'est-à-dire que je vous présente une carte qui doit dater de 2016, non, 2018, octobre 2018. Elle est vraiment récente. En 2013, la même n'affichait pas 7,44%, elle affichait 3%. Hein, donc on a au plan mondial, en fait, le même développement des aires marines protégées. Vous voyez que sur la carte, toutes les taches bleues, ça commence à faire beaucoup, bien évidemment, et comme chez nous, la question qui se pose, c'est une fois que vous avez déclaré une aire marine protégée, quels moyens vous mettez pour la gérer et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc là, il y a un grand débat au plan international, pas seulement au niveau national, pour savoir si on est dans les clous et si, au-delà de la désignation d'aire marine protégée, on est bien en train de faire cette protection qu'on a annoncée. J'en profite pour faire remarquer qu'il y a des aires marines protégées qui ne sont pas dans des zones sous juridiction de pays. Vous en avez ici, en Atlantique, nord-est, et puis vous en avez en Antarctique. En Antarctique, il n'y a pas de ZE, il n'y a pas de zone économique exclusive. Voilà. Donc on a été capable, au plan international aussi, de dire, et vous voyez ce mouvement vers le large, on a été capable de dire il y a aussi des zones qui sont importantes au-delà des juridictions des pays. Alors pourquoi on a tardé? Parce que finalement on en a fait il y a longtemps déjà. J'ai pris ça sur le site de l'Agence française pour la biodiversité. C'est quoi les 10 premières réserves, les 10 premières aires marines protégées qu'on ait répertoriées officiellement? Vous avez la première, la réserve naturelle de l'île Le Prédour en Nouvelle-Calédonie en 1941. Voilà. Le parc national de Porquerolles en 1963 avait une partie marine, enfin il l'a étendue depuis. C'est une partie marine qui toutefois est limitée puisque c'est une bande de 600 mètres autour de l'île de Porquerolles. Donc vous voyez, on avait une conception, comme je disais tout à l'heure, assez proche de la côte. En Polynésie française, on avait imaginé une zone réglementée pour la pêche. En Nouvelle-Calédonie, on a fait une réserve intégrale, un endroit où on a tout interdit pour voir ce qui va se passer dès l'année 70.
au banc d'Arguin, à Cerber-Bagnous, à Scandola, aux Sept-Îles. Les Sept-Îles, en fait, c'est une réserve qui est beaucoup plus ancienne, elle date de 1912. Mais en 1912, en fait, on a juste interdit la chasse et protégé la propriété. C'est la création de la Ligue pour la protection des oiseaux, qui était propriétaire. Et ce n'est qu'en 1976 que c'est devenu une réserve naturelle. Et avec une partie marine, mais qui est assez limitée. Vous voyez, des initiatives qui, c'est amusant, sont quand même beaucoup outre-mer et en Méditerranée. Je suis désolé de le dire ça pour les gens de l'Atlantique, mais enfin, il y avait une motivation clairement avant outre-mer et en Méditerranée sur ces questions-là. Et pourtant, on ne manque pas de projets. C'est-à-dire que ça a démarré il y a longtemps, on avait plein de projets. On a essayé de faire un parc national marin à Chausey, ça n'a pas marché. On a essayé sur la côte des Pyrénées-Orientales, ça n'a pas marché. On a essayé en Corse, il a fallu abandonner après l'enquête publique. Et on a essayé en Iroise et on n'arrivait pas à sortir un parc national. Ça, je reviendrai dessus. Et puis sur les réserves naturelles, c'est pareil. Aux terres australes, on voulait faire une réserve naturelle, mais on ne voulait pas faire de partie marine. Il y a eu un bras de fer pendant quelques années entre les différents ministères concernés pour finalement qu'on fasse une petite partie marine. Et dans la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, depuis on l'a étendue parce que depuis on a compris que c'était ça l'enjeu aussi dans les terres australes, c'était d'avoir une mise en réserve d'une partie importante de la mer qui était autour de ces îles qui sont tout au sud de l'océan Indien. Sur l'archipel de Riou, près de Marseille, on a fini par créer la réserve sans partie marine parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre pour le faire. En mer d'Iroise, il y a une réserve naturelle pour protéger les oiseaux qui nichent sur les îlots. Il n'y a aucune partie marine, c'est quand même un comble. Donc vous pouvez aller sur la plage parce que ce n'est pas la terre et embêter les oiseaux alors qu'on veut protéger leur site de nidification. Et sur les 7 îles, on a une petite partie marine, mais on a là aussi des oiseaux de mer et c'est eux qu'on veut protéger. Donc il y a quand même un petit problème, on n'est pas tout à fait dans les clous. Alors pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui coince? Alors il y en a qui ont dit c'est normal parce que c'est des terriens qui veulent faire des choses en mer et ils ne savent pas comment faire, ils ne connaissent pas la mer donc ça ne peut pas marcher. Et puis il y en a d'autres qui disent oui non mais c'est la faute des marins parce qu'ils nous ont avec leur liberté des mers et qu'on ne peut rien interdire, rien réglementer parce qu'il faudrait que ce soit la liberté partout. Bon, il y a des éléments plus objectifs, c'est que déjà quand vous êtes en mer vous avez des usagers, alors qu'à terre, vous avez des élus qui représentent la population et vous avez des propriétaires, donc vous savez à qui parler. Déjà en mer, les usagers, c'est moins clair, et puis ils ne sont pas d'ici, ils ne vivent pas là, ils viennent d'ailleurs, donc il faut les identifier, et puis ils ne sont pas représentés par des élus, du moins pas dans le cadre classique qu'on connaît. Donc c'est effectivement plus difficile à gérer. Et puis il y a un problème de connaissance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait sur la mer, qu'est-ce qu'on a comme preuve à mettre en avant pour l'intérêt que ça peut avoir, pour justifier le fait qu'on restreigne les activités, tout ça n'est pas évident. Et je mentionnerai une histoire avec le Conservatoire du littoral, puisque je dirais du côté du ministère chargé des réserves, voyant que ça ne marchait pas, on s'est dit à un moment, il y a un truc qui marche bien, c'est le Conservatoire du littoral, on va le mettre sur la mer, et il ne va pas faire seulement la terre, on va lui dire qu'il peut aller en mer, ça devait être au début des années 2000, je crois que c'est la loi démocratie de proximité qui avait prévu qu'il puisse intervenir sur le domaine public maritime. Et donc, on a lancé le Conservatoire du littoral à l'assaut de la mer. Et en fait, rapidement, le Conservatoire, il a dit bon, alors, déjà, on va distinguer le domaine public maritime sec du domaine public maritime mouillé. Donc, vous voyez déjà qu'on n'est pas très à l'aise si on est obligé de distinguer le mouillé de l'humide quand on parle de mer. Donc, ça n'allait pas forcément marcher très bien. Et de fait, le Conservatoire est beaucoup intervenu sur le domaine public maritime, mais en lien avec des problématiques terrestres, d'accès, d'usage, enfin bref, ce qu'il fait à terre, et c'est normal, c'est son métier. Donc, c'est pas ça qui allait régler le problème. Alors, c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Le déclic, c'est le dilemme devant lequel on était pour l'Iroise. Je vous ai dit, projet de parc national, dont on sentait bien que ça n'allait pas passer. Et donc, un jour, il y a un ministre qui a dû tranché face à un problème qui était simple. On lui disait, écoutez, en Iroise, on a un projet qui est super, mais qui est un projet dans lequel on ne peut pas faire tout à fait comme on conçoit un parc national, c'est-à-dire une zone centrale avec une réglementation qui restreint les activités, et puis une zone périphérique qui va en bénéficier pour son développement. Là, on ne peut pas zoner aussi facilement. La composition du conseil d'administration, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas faire comme d'habitude. C'est comme je disais, ce n'est pas les mêmes représentants. Et
Et là, le ministre, il a dit, d'accord, j'ai compris, inventer un statut pour l'Iroise. Bon, alors, quand vous dites ça à un fonctionnaire d'administration centrale, il retourne dans son bureau super content, mais quand il arrive dans son bureau, il se dit, non, on va pas faire inventer un statut pour un truc, ça va pas. Et en reconsidérant tous les blocages qu'on avait par ailleurs, le réflexe, ça a été de se dire, ouais, on va inventer un statut qui va bien à la mer, mais du coup, on ne fera pas un parc d'Iroise, on va faire 10 parcs. Ça peut paraître fou, mais comme il y en a 9 de créés depuis, apparemment, ce n'était pas si fou que ça. Et il y a donc eu une loi qui s'occupait des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, qui a inventé les parcs naturels marins, et qui a imaginé faire une agence des parcs naturels marins, c'est-à-dire une agence qui allait gérer les moyens des parcs naturels marins. Le débat à l'Assemblée a été assez intéressant, c'est que certains étant opposés au fait de créer une agence pour des parcs qui n'existaient pas, un député, Jérôme Bignon, a dit bah, « vous avez complètement raison, et d'ailleurs, il ne faut pas faire que des parcs naturels marins. Il y a aussi des réserves naturelles, il y a des parcs nationaux, on peut faire des arrêtés de protection de biotopes, etc., etc. » Et puis comme il était très impliqué dans le conservatoire du littoral, il savait bien aussi que le conservatoire pouvait y aller. Donc ne limitez pas à un seul outil, faites une agence des aires marines protégées. Et donc la loi est votée en 2006, l'agence se met en place avec des moyens, et là, poum, tout décolle. Parce qu'à partir du moment où vous mettez en place des moyens pour, fournir de la connaissance, 2, organiser de la concertation, 3, instruire les dossiers, ça va beaucoup plus vite. Et les parcs naturels marins décollent, comme je vous le disais, 9 de créés en à peine 10 ans, aucun autre statut peut prétendre avoir fait aussi vite, aussi bien. Un intérêt très marqué pour l'outre-mer, un parc naturel marin à Mayotte qui s'est fait en 2 ans, le record du monde de création d'une aire protégée, en termes entre le moment où on a l'idée et le moment où c'est créé, co-signé par le président de la République. Attendez, excusez du peu, quoi. Enfin, la Nouvelle-Calédonie, vous l'avez vu, est partie et a créé un parc naturel sur toute sa ZEE. La Polynésie ne veut pas être en reste, etc., etc. Et puis en fait, on s'est aussi impliqué sur la haute mer, donc cette mer qui est au-delà des juridictions nationales, parce que cette même agence, elle avait une mission qui était aussi internationale, il faut qu'on soit présent. On est un pays éminemment maritime, on doit intervenir dans le débat au plan international. Donc la situation de départ, c'est ça. Et 2 ans après la création de l'agence, c'est ça. Donc vous voyez rien que sur la métropole, le démarrage très rapide que ça a pu avoir. Et la haute mer, donc notamment dans l'Atlantique nord-est, je pense qu'on est quelques années après la création de l'agence, on a beaucoup œuvré pour rassembler l'info, organiser le débat, intervenir dedans, pour que toutes ces zones qui sont en vert foncé deviennent des aires marines protégées en haute mer. Ce qui est intéressant sur cette carte, et c'est pour ça que j'ai pris celle-là, même si ce n'est pas la carte finale, c'est que vous avez en rouge tout ce que faisait la pêche par ailleurs. On a tendance à oublier que la pêche, moi-même dans mon propos, j'en parle pas assez, la pêche s'occupe toujours de faire des réserves pour gérer les ressources. Et donc toutes ces zones entourées en rouge, ce sont des décisions prises par l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Est, de restriction d'engins, de restriction de période, voire d'interdiction totale de pêche pour gérer la ressource. Je vais faire un détour avant de terminer par la connaissance. Parce que je vous ai dit plusieurs fois, un des problèmes, c'est qu'on n'a pas la connaissance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... D'abord, on ne sait pas ce qu'on voudrait protéger, et puis si on veut protéger quelque chose, on ne sait pas forcément le justifier. Et la connaissance, je vous ai mis une carte IGN. Voilà, la connaissance, c'est pas que la mer est toute bleue, uniforme partout. Et même si vous prenez une carte du CHUM, c'est pas non plus ça avec des chiffres un petit peu partout sur la carte. Ça vous dit pas grand-chose, quoi. Donc il y a énormément d'efforts à faire pour aller plus loin. La première étape qu'on a eue dans les années 2006-2007, ça aboutit à ça. Parce que vous avez la connaissance scientifique qu'il faut rassembler, et puis il faut la représenter après, et la représenter de façon synthétique pour avoir un débat avec le politique, le grand public. Vous ne pouvez pas lui amener toutes les données des scientifiques. Ça ne sert à rien. Donc comment on fait pour synthétiser l'information sur la nature en mer? Bon, voilà, la première tentative, très frustre, qu'on a pu faire en présentant en 2 thèmes les espèces remarquables. Donc effectivement, déjà, ça permettait de dire, écoutez,
il se passe quand même quelque chose là, hein, sur le tombant, dans le golfe de Gascogne. On trouve des coraux profonds, des mammifères marins. Vous avez quand même des zones à herbiers qui sont particulièrement importantes sur la côte atlantique ou en Méditerranée. Vous avez des zones pour les oiseaux qui, de la même façon, sont particulièrement importantes. Voilà, donc c'était un début. On avait voulu aussi dire, et puis il n'y a pas que des espèces et des habitats remarquables, il y a aussi un fonctionnement de l'écosystème. On a montré ça à des gens qui ne le savaient pas. Il y a des grands courants, tout n'est pas égal par ailleurs. Il y a un grand ensemble là, qui s'appelle la Grande Vasière, qui est particulièrement important en termes d'écosystème, mais aussi pour la pêche. Vous avez les panaches des fleuves qui ont une importance dans le fonctionnement des écosystèmes, etc. Donc on a essayé ces représentations. Quelques années après, on avait pu travailler un peu plus avec le monde scientifique. Et là, par exemple, vous avez des éléments d'une cartographie des habitats du fond de la mer. Alors, pas parce qu'on a été voir partout, mais parce qu'on a fait un modèle pour, au-delà des inventaires qu'on avait pu faire, imaginer ce qu'on pourrait trouver en fonction des caractéristiques qu'on connaissait. Donc, une amélioration sur le plan de la partie écosystème, une amélioration sur le plan des espèces. Par exemple, je vous disais tout à l'heure, coraux profonds, on avait des petits sigles, là vous avez des points, parce qu'entre-temps, on avait dépouillé toutes les vidéos prises par l'Ifremer au fond de la mer, là, sur le tombant, et noté tous les points où on trouvait des coraux profonds. Voilà. Donc un gros effort de fait sur la connaissance et la façon de la représenter. Il faudrait voir la dernière génération de cartes, mais à la limite, on a peut-être cédé à une tentation qui était de raffiner encore plus le système, ce qui fait que du coup, on a du mal à représenter de façon synthétique. On peut le faire à une échelle plus précise. Alors, vous voyez, quand on monte des trucs comme ça, Éric Fintin, qui est dans la salle, à l'époque, il faisait partie probablement de ceux qui disaient, du côté des scientifiques, vous déconnez, quoi. C'est ça ce que, ce que vous retenez de la science qu'on vous a donnée, c'est pas sérieux. Et nous, on se défendait en disant, bah oui, mais attendez, nous, il faut qu'on parle avec les élus, les pêcheurs, les plaisanciers, etc. Et les données précises, bah, on ne peut pas y arriver. Donc il faut nous dire si ça déconne complètement au niveau synthèse, mais si ça déconne pas complètement, même si c'est pas assez précis, en tout cas, voilà, nous, ça nous fait un élément pour aller discuter plus précisément. Et bah oui, les phoques, ils sont pas partout, les oiseaux, ils nichent pas partout. En termes d'écosystème, même chose. Il y a, par exemple, je prends cet exemple parce qu'il finalement il est assez significatif. Vous avez cette sorte de limite là, ici, qui fait qu'il y a deux fonctionnements très différents entre ici, un courant général des eaux qui sont toujours assez froides, et puis l'intérieur du golfe normand-breton, où vous avez des eaux qui vont être plus chaudes en été, plus froides en hiver, mais une forte productivité primaire au fond, et qui explique que là, vous allez avoir toutes les zones de reproduction de poissons que vous allez pêcher par ailleurs, donc une importance importante en termes de fonctionnement de l'écosystème. Et typiquement, ce genre de carte, non seulement il y a de la science, mais en plus, il y a la discussion avec les gens. Les premières synthèses qu'on avait faites, un certain nombre d'acteurs nous ont dit « mais attendez, il n'y a pas les espèces envahissantes, on ne voit pas la crépidule, alors que c'est un problème pour nous ». Oui. Donc on a rajouté les zones envahies par la crépidule. Enfin, voilà, on a rajouté des choses auxquelles on n'avait pas pensé au départ en termes de synthèse, parce que en fait les gens nous ont dit mais pour nous c'est un enjeu. On sait que ça existe, on ne sait pas forcément exactement où c'est, mais on veut le voir représenté. Et puis quand on était, là je suis dans le golfe du Lion, hein, quand on étudiait le parc naturel marin du golfe du Lion, eh ben, on a aussi été jusqu'à dire ah, vous avez des relations entre ce qu'il y a là et là. Tout n'est pas fixé à un endroit en fait. Effectivement en mer ça bouge. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des zonages, mais il faut connaître les relations qu'il peut y avoir entre divers espaces pour les espèces qui y vivent tour à tour. Bien évidemment, il y a la connaissance qui existait, il y a la science qui avance, qui a sa propre logique. L'agence a aussi mis en place des campagnes d'inventaire sur certains sujets pour essayer de faire avancer les choses. J'ai pris deux exemples. Le programme sur les têtes de canyon en Méditerranée. Donc, on a mobilisé des moyens. Les canyons en Méditerranée, si vous voulez, au moment où on a lancé cette campagne, il se disait il est probable qu'il y ait des coraux profonds dans les canyons de Méditerranée. Donc il faudrait mettre en protection au titre de Natura 2000 tous les canyons de Méditerranée. Il y a eu quelques oppositions, c'est quand même des endroits où il y a des gens qui pêchent.
C'est quand même des endroits aussi où on n'est pas toujours d'accord sur les limites avec les pays voisins. Voilà. Donc on a dit, si on ne sait pas exactement, on va aller voir. On va aller voir dans les 40 canyons qui sont sur le bord de la Méditerranée. Et alors pour ça, on utilise un bateau qui porte un petit sous-marin et puis un robot. Et puis il y avait une sorte d'éclaireur qui était fourni par l'Ifremer, l'Astérix, hein, qui allait commencer par faire une cartographie précise des fonds pour qu'on puisse se repérer par la suite. En pratique, quand vous prenez un canyon, avec le sous-marin, vous faites un tour sur une courbe de niveau, hein, pour essayer de repérer, et puis ensuite vous descendez le robot qui lui fait des transects dans le sens de la hauteur. Et on fait ça sur 19 boîtes le long des côtes de Méditerranée. Et on en retire pas mal d'images, des inventaires tout à fait intéressants. On trouve que des coraux, finalement, il y en a dans 3 canyons pendant les 40, ce qui effectivement permet de relativiser pas mal l'information qu'on avait au départ. Mais par ailleurs, on découvre des trucs, on découvre des espèces nouvelles, on découvre des zones qui sont des zones de nurserie importantes pour les poissons qui sont pêchés, etc., etc. Donc un bénéfice assez important de cette campagne. Un autre exemple, sur les récifs coralliens, parce que aller inventorier les récifs, faire une cartographie des récifs, il faut beaucoup de monde et il faut beaucoup de temps. Alors on a eu l'idée, puisqu'on faisait des campagnes aériennes pour aller faire au moins le niveau de l'eau, l'IGN et le CHOM faisaient des campagnes en commun pour faire une cartographie terre-mer, on appelle ça litho 3D avec du laser, etc. On s'était mis d'accord pour qu'ils embarquent aussi un capteur multispectral, donc en gros il fait dans toutes les longueurs d'onde. Et puis il y a eu un peu de vérité terrain, enfin beaucoup, qui a été faite. Et puis à partir de là, ils ont développé une petite mécanique qui permettait de faire une cartographie automatique. C'est vrai que c'est encore expérimental, mais vous comprenez bien que si ce genre de truc marche, on va être beaucoup plus à même de faire des inventaires, de faire un suivi de l'évolution de ces récifs coralliens sur des surfaces qui peuvent être assez importantes quand on est à Mayotte ou en Nouvelle-Calédonie par exemple, ou en Polynésie. La Polynésie, 20% des atolls de la planète. Hein. Donc voilà, donc il y a un peu de job, quoi. Et puis dernier exemple, on a imaginé aussi aller faire des inventaires des oiseaux et mammifères marins par survol aérien. C'était des techniques qui étaient utilisées, hein, déjà qui existaient, mais qui ont été raffinées pour l'occasion. Et donc vous êtes dans un avion, vous avez des observateurs, ils ont une petite fenêtre en forme de bulle pour qu'ils puissent pencher la tête. Et puis ils observent ce qu'il y a en dessous. Donc voilà ce qu'ils observent. Et si vous ne le voyez pas, en fait c'est là. Et à partir de ça, ils comptent, ils notent l'espèce, la distance à l'avion, tout ce qui fait que derrière on sera capable de calculer des données, enfin de calculer des résultats sur les populations qu'on a observées. On a fait ça dans pratiquement toutes les mers tropicales. Donc vous avez la Guyane, les Antilles. Ce que vous avez en blanc, les traits blancs, c'est tous les transects qui ont été faits avec les avions. Donc c'est énorme. Dans le Pacifique, dans l'océan Indien. Dans l'océan Indien, on l'a fait avec les pays voisins. C'est-à-dire qu'on en a profité depuis Tromelin, par exemple, pour aller jusqu'à Madagascar, depuis Mayotte pour faire les Comores et aller jusqu'à Madagascar, etc., etc. Ce qui aussi était assez intéressant. Et puis, bien sûr, le reste du Pacifique, Wallis et Futuna. En métropole, ça s'est fait sur un mode un peu plus dense, donc une surface plus petite et un effort plus important, et qui a permis de déboucher sur des données qui ont amené à la désignation des sites Natura 2000, notamment pour les oiseaux. Sur cette image, vous avez tous les points où on a observé quelque chose. Vous voyez qu'on observe des choses un peu partout et en densité assez importante. Bien évidemment, ça, ce n'est pas valable pour faire une interprétation scientifique, hein, c'est juste pour vous illustrer l'intensité de ce qu'on peut observer. Puis même sans faire d'interprétation scientifique, on a envie de se dire c'est quand même incroyable de voir ce qu'il y a en Guyane.
par rapport à ce qu'il y a aux Antilles, pour une même méthode. Enfin, jusque-là, on pensait que le hotspot, c'était les Antilles. On ne pensait pas qu'on observerait une telle densité sur la Guyane. Si vous regardez le canal du Mozambique, c'est particulièrement dense en termes d'observation. On avait beau savoir que c'était une zone riche, je crois que ça a un peu surpris les observateurs. Et puis, si vous prenez la Polynésie, bon, ça a un peu confirmé ce qui était connu, c'est-à-dire que c'est sur les marquises qu'on a les plus fortes densités, et c'est bien ce qui a été observé. Rassurez-vous, j'ai bientôt fini. Je vais quand même vous embêter avec deux données particulières. On ne regardait pas que les oiseaux et les mammifères marins, on regardait les tortues, les déchets, les pêcheurs, on notait un peu tout ce qui se passait. Et sur les tortues, j'ai une histoire qui est assez drôle, je trouve assez drôle. C'est que vous voyez les observations de tortues dans le golfe de Gascogne, tortues luttes. Bon, il y en a partout. Bah, avant de faire cette campagne, on pensait que les tortues, elles étaient là. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les observateurs sont là. Voilà. Donc, ce qu'on avait avant, c'était ce que les tortues luttes observaient en termes de population humaine. Et pas ce que nous, on aurait dû observer en termes de tortues luttes. Voilà. Enfin, c'est peut-être un détail, mais ça illustre bien le fait qu'on ne peut pas faire l'économie d'aller voir partout. Et même si, comme je disais pour les canyons, on ne trouve pas ce qu'on croyait, c'est-à-dire on ne trouve pas les coraux profonds, oui, ben, n'empêche, c'est mieux de le savoir, et mieux de savoir que les 3 où il y en a, ben, c'est particulièrement important et il faut le protéger. Et puis on regardait aussi les déchets, et là, ben, je vous laisse faire l'interprétation tout seul. Voilà, les macro-déchets observés depuis les avions, ben, il y en a partout. Donc ça aussi, ça motive pour essayer de faire quelque chose, et c'est pas... Enfin, vous savez que ça bouge beaucoup sur les questions de déchets plastiques, notamment en ce moment, au niveau français, européen, international, et c'est particulièrement justifié. Je termine par là, l'histoire n'est pas finie, c'est pas parce qu'on a fait un gros effort pour désigner tout un tas d'aires marines protégées avec de bonnes raisons qu'on n'a pas des questions qui se posent sur la gestion, l'intensité de la gestion. On a aussi d'autres préoccupations qui se sont fait jour. On a créé un nouveau statut qui s'appelle les zones de conservation halieutique. Alors peut-être pour qu'on soit plus à l'aise avec l'idée qu'on va aussi mettre en protection pour protéger des lieux qui sont particulièrement importants pour la reproduction des poissons, pour les jeunes, pour un certain nombre de fonctions dans le cycle de vie des animaux. Dans tout mon inventaire d'aires marines protégées qu'on a créé, il y a très peu de réserves naturelles. Il n'y a pas tant de parcs nationaux de ça, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de surfaces pour lesquelles il y a une réglementation de protection de la nature. Alors, si on peut s'en passer, c'est bien. Mais en fait, probablement, on ne peut pas s'en passer et il en faudrait certainement un petit peu plus. Et donc, il y a un effort qui est demandé de ce point de vue-là. Tout ça va être rediscuté dans le cadre de la révision de la stratégie nationale. Il y a des travaux préparatoires qui se font en ce moment pour un grand colloque en 2019, à partir duquel sera établie une nouvelle stratégie nationale pour les aires marines protégées. Voilà. Et puis je termine en vous signalant que bah oui, il faudrait quand même étendre en mer la réserve des 7 îles. Je pense qu'il y a un certain intérêt et il me semble qu'il y a un exposé à 17 h de Pascal Provost qui lui donnera tous les arguments en faveur de cette extension au milieu marin. Voilà, je vous remercie de votre attention.